C'est-à-dire, il se trouve que la quasi-totalité des candidats de la liste du RDPC ont des problèmes en ce qui concerne la fiabilité des documents. Et nous sommes allés dans les investigations, et ces investigations nous ont donné droit d'attaquer cette liste du côté du tribunal administratif. Et nous pensons que dans les jours à venir, et bien évidemment, je voudrais parler de mercredi prochain, nous serons devant la barre pour défendre nos arguments, pour défendre la place qui est la nôtre, puisque nous avons demandé à ce qu'il y ait une disqualification, et à cette disqualification de non, nous avons ajouté l'annulation pure et simple de la liste RDPC du côté de la Mouffouya Famba. Benoît Fedje, bonsoir. Bonsoir, Gislain Pierre. Communicant du RDPC, le comité central du RDPC qui a d'ailleurs mis sur pied depuis pratiquement 3 ans ou 4 ans maintenant. Cela sortait un peu de l'ordinaire. Une commission pour communiquer sur les sujets aussi divers les uns que les autres. Bonsoir encore. Est-ce que vous répondez à M. Bidima ou on passe à autre chose? D'abord, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et à vos illustres invités. Non, M. Bidima, je leur souhaite tout simplement bonne chance. Vous savez, c'est aussi ça la politique. Il faut aussi tenter dans un autre terrain qui est peu réglementaire, si ça peut leur porter bonheur. Mais je veux quand même l'assurer que c'est pas facile, parce que le RDPC, avant de rauder les investitures à ses candidats, met sur place de très grandes commissions composées, n'est-ce pas, de tous les juristes possibles et ceux qui ont la latitude de pouvoir examiner un dossier avant de pouvoir passer à l'écran. Donc, le contraire, ça surprendra. Mais je vous souhaite bonne chance. Mais bonne chance parce que vous allez échouer. Bonne chance parce que moi, je sais que c'est aussi une façon de s'exprimer en politique. Et vous pouvez bien s'exprimer là, mais... Fort. Non, alors puisque je sais la rigueur qu'il y a lorsqu'il faut, n'est-ce pas, accorder les investitures avec nos candidats, c'est des commissions très structurées, donc les erreurs passent difficilement. Très bien. Alors, je voudrais rappeler pour la gouverne de nos téléspectateurs que le plus clair des médecins qui ont été contactés pour venir parler, médecins et experts, pour donc se prononcer sur le sujet, ont été complètement dubitatifs. On disait qu'il y avait une paire de représailles qui planait sur les médecins camerounais. C'est bien cela ce que le gouvernement a donné comme mot d'ordre? Non. Je crois tout simplement que au regard de la délicatesse du sujet qu'on a... Vous avez dit délicat? C'est une question de santé dont on doit parler. Non, évidemment, je pense que le sujet, il est délicat, et je crois que lorsqu'on n'a pas grand-chose, je ne sais pas, à dire à ce sujet, surtout pour un spécialiste, il vaudrait mieux se retenir. Parce que nous allons débattre tout à l'heure, vous allez vous-même comprendre qu'il y a quand même un peu de non-dit et puis des agitations dans l'ombre. Et on y arrive là. Je crois que pour un spécialiste, pour un expert, il serait souhaitable qu'au lieu, n'est-ce pas, de venir dire ce qu'il ne veut pas dire, ou encore faire dans le lancement des incantations comme les autres, mieux, il peut tout simplement décliner l'invitation. Frégis Touta, de quoi s'agit-il? C'est une offre, on va dire, comme traditionnellement, une vaccination qui a été ordonnée par le gouvernement de la République. Mais pourquoi ça enfle en termes de polémique dans les réseaux sociaux? Est-ce que ce n'est pas une vaccination ordinaire? Est-ce que c'est le contexte qui s'y prête? Disons que c'est les deux à la fois. Quand je parle des deux, vous voyez très bien que vous avez tenté d'avoir sur ce plateau un médecin ou un personnel du ministère de la Santé pour qu'il vienne justement nous dire à quoi... Et pas un seul. Quelle est l'importance de ce vaccin qu'on veut imposer. Et je dis imposer parce qu'il y a un front anti-vaccin qui n'est même pas porté par un leader, qui est simplement une sorte d'appréhension de différentes familles contre ce vaccin. C'est un problème de contexte, d'abord parce qu'au Cameroun, on a connu plusieurs vaccins qui ont été lancés comme ça, à fort renfort de campagne médiatique, etc., mais dont les résultats n'ont pas été communiqués. Pour le cas spécifique du vaccin du col de l'utérus, je voudrais rappeler qu'on en parle aujourd'hui, mais il y a eu une période de test avant, au sein de certaines populations ciblées dans certaines villes de Yaoundé, de Douala par exemple, et de Bamenda, où
un certain échantillon de la population a été soumis à un test. Le ministère de la Santé publique n'a pas pour l'instant présenté officiellement les résultats du test qui a été mené sur cette cible de la population pour qu'on puisse savoir quel était l'échantillon des personnes qui ont été soumises au vaccin, quel était l'échantillon des personnes qui n'ont pas été soumises au vaccin, pour qu'in fine, on voit si les risques de cancer du col de l'utérus qui sont présentés comme élevés par le ministère de la Santé ont effectivement été détectés. Je le dis pourquoi? Parce que selon le ministère de la Santé, évidemment qui est porté par l'OMS, qui est quand même la structure mondiale spécialisée en matière de santé, le vaccin contre l'utérus est censé protéger les jeunes femmes contre les risques de cancer de l'utérus en anticipant longtemps avant sur la frange de population que vous venez de citer pour permettre à ces jeunes femmes de demain de ne pas se retrouver avec les cancers. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement a pris ce choix, on doit le reconnaître, pour anticiper, parce qu'une fois que le cancer est détecté, généralement, on ne peut plus le traiter. Donc, l'anticipation est une bonne chose. Sauf que l'échantillon de la population au Cameroun aujourd'hui, combien de Camerounaises ont subi des tests et ont un cancer de l'utérus aujourd'hui? Là est la préoccupation principale. Là est la préoccupation principale. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut prendre moi, ma fille de 9 ans, et la soumettre à un vaccin contre le cancer de l'utérus, alors que je n'ai pas dans cette... Moi, je me comporte comme un parent. J'ai des proches qui ont été testés positifs à la Covid-19. J'ai des proches qui ont été testés positifs au sida. J'ai des proches qui ont été testés positifs à diverses autres maladies qui ont fait l'objet de campagnes médiatiques pour les vaccins. Ça, c'est un échantillon qu'on fait. Quand je vous dis, monsieur Essono, combien de personnes autour de vous, parmi vos tantes, parmi vos grands-mères, vos cousines, vos sœurs, ont présenté un cancer de l'utérus, vous ne pourrez pas le dire. Donc, on est en face d'un gouvernement qui a l'impression de venir nous vendre un produit qui est invisible et nous demande d'adhérer. Et c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui avec les familles. Ce n'est pas un problème un projet qui est porté par un leader. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que chaque parent se rétracte un peu, est dubitatif vis-à-vis de ce vaccin qui nous parle d'une maladie qu'on ne sait pas. Et le contexte, pour finir, que vous venez de soulever, c'est qu'on sort d'une crise sanitaire qui est imposée par la Covid-19. On a actuellement un conflit, quand je dis conflit, une petite dispute, je vais certainement manquer les mots, entre le ministre de la Santé et le secrétaire général président de la République, qui demande au ministère de la Santé de démanteler le dispositif qui a été installé au stade. Notamment au niveau des stades, par rapport à la lutte contre la Covid-19. Effectivement, avec une maladie, comme on peut aujourd'hui le dire, avec le cancer du col de l'utérus, on se retrouve avec une maladie qui a été abondamment vantée, qui a fait l'objet d'une campagne énorme de communication, avec les coûts que vous connaissez très bien, la polémique autour des financements de la Covid. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire pourquoi est-ce qu'on a perdu 6 mois en souffrant de la crise économique, en perdant les emplois au sein des entreprises, etc. Donc il y a tous ces éléments qui font aujourd'hui que les familles soient un peu réticentes à donner leur accord à... Alors, la parole à celui qui veut la prendre immédiatement, tantôt M. Bidiba, tantôt M. Fedjo, mais quand on décrit cette ambiance générale, ce contexte, il y a quand même quelque chose qui est louche. Non, je vais vous dire, M. Ghislain, que nous sommes tout simplement dans un contexte, pour moi, un contexte d'accumulation de préjugés en termes de vaccination. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on évoque le mot vaccin pour que, n'est-ce pas, un certain nombre de Camerounais entrent en transe. Et je ne sais pas pourquoi. Mais je voudrais vous dire que... Mais pourquoi particulièrement pour le cas d'espèce? Il y a toujours eu des vaccins au Cameroun. Les parents ont accédé, ont permis à leurs enfants de se faire vacciner. Non. Pourquoi il y a cette crainte-là des parents? Effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé du contexte d'accumulation des préjugés. Parce qu'en fait, il n'y a pas lieu. Je voudrais vous dire... C'est le MRC qui fait ça? Non, on va y arriver. Je voudrais vous dire que le vaccin qu'on fait allusion ici, ça s'appelle le Gardasil. Oui, il n'est pas nouveau. C'est un vaccin qui a été mis dans le marché pharmaceutique depuis 2006. Et au niveau du Cameroun, en 2014, il y a eu une campagne
qu'on a, n'est-ce pas, évolué avec dans les zones comme à Edea et à Fombal, les deux villes. C'était les deux fiefs? Oui, oui. Vaccins sont suivis depuis et on est à 6 ans après, il n'y a pas eu d'effet indésirable quelconque par rapport à ce vaccin. Parce qu'il faut le dire d'ici. Et comment on y arrive là? Vous savez, par an, on enregistre près de 2000 cas, nouveaux cas de col. Des femmes qui souffrent du col de l'utérus, par la suite exposées au cancer. Oui. Alors, et 1500 pertes en vie humaine. Chaque année. Je vous dis, c'est incroyable. Et c'est au bout de cela, avec l'expérience de 2018, où en 2018, très spécifiquement, on a fait un test sur 2000 femmes, bien ciblé, 2000 femmes. Et parmi les 2000 femmes, presque 800, donc 40%, se sont avérées positives. Et c'est au bout de ça que l'OMS, parce qu'avant d'arriver au gouvernement camerounais, que l'OMS a recommandé au gouvernement d'inclure le programme de vaccination contre ce qu'ils appellent scientifiquement le papillomavirus humain. PHB. Voilà. Alors, donc, on a demandé donc d'introduire ce vaccin, cette vaccination, de manière systématique dans le programme donc élargi de vaccination. Et c'est pour ces raisons que le ministre ressort pour lancer, n'est-ce pas, cet appel-là. Donc, c'est pour vous dire un peu que ici, là, il n'est même pas seulement étudié au niveau du Cameroun. Nous ne vivons pas en autarcie. Nous vivons aujourd'hui dans un monde, dans un village planétaire. Auquel cas, ce qui se passe ailleurs, nous pouvons aussi adapter. Et je voudrais tout simplement dire, ce vaccin est venu dans une ambiance de suspicion, de soupçon. Vous avez dit accumulation. Oui, j'ai appelé l'accumulation du gouvernement, des préjugés. Qui a manqué l'occasion de montrer qu'il est sincère. Ce n'est pas le premier cas de vaccination. Il y a beaucoup d'autres campagnes de vaccination. Je ne suis pas tout simplement, je ne suis pas en train de fustiger systématiquement vos déclarations, mais je pense peut-être qu'il y a encore un problème de communication, que peut-être je pourrais dire qu'on a encore beaucoup à communiquer dessus. Parce que, je l'ai dit, le Gardasil, s'il est là depuis et il se vend dans le centre international de vaccination de Yaoundé. Il coûte 35 000 francs la dose. Et dans les pharmacies ordinaires qui commercialisent, ça coûte 100 000 francs. Et lorsque vous passez au dépistage, supposons, quand vous êtes dépisté, alors qu'est-ce qu'il vous faut pour être totalement immunisé? Il faut 3 doses. À peu près. Donc 300 000 francs CFA pour ceux qui l'acquièrent au niveau des pharmacies. Alors, donc, si vraiment l'activité sexuelle pour les jeunes dames est free et gratuite, vous comprenez que 300 000 n'est pas aussi gratuit que ça. Vous parlez d'activité sexuelle gratuite? Mais puisque, en fait, d'où vient le cancer du col de l'utérus? Aujourd'hui, on veut préserver les femmes à cela en vaccinant les enfants de 9 à 13 ans. C'est parce que entre 9 et 13 ans, d'après l'explication des experts, avec 2 doses, on est prémuni. L'immunisation. Or, à partir de 15 ans, il faut minimum 3 doses. Et quand on parle même de dépistage systématique, vous connaissez le contexte dans lequel nous vivons. Vous connaissez que quand on parle de dépistage, on va vous donner des statistiques, mais qui ne sont pas exactement parce que tout le monde n'est pas à la portée du centre de dépistage. Nous avons des zones reculées, nous avons des personnes dans des situations où on dépiste positif quand la situation est déjà dégradée. Et c'est la raison pour laquelle je crois que, quel que soit le débat que nous pouvons mener là-dessus, nous viendrons à convenir qu'un tel mal se veut d'être prévenir, de prévenir et de tout faire
pour pousser loin de nos filles que nous aimons tant, afin que, n'est-ce pas, nous vivions sereinement avec cette créature si charmante. Frégis Jouta voulait réagir avant de passer la parole à Francis Bidima. Oui, effectivement, je voulais réagir parce que je suis un peu mal à l'aise avec les promesses que nous font le ministère de la Santé. Effectivement, il n'y a pas de mandataire ici. Vous avez des promesses? C'est le ministère qui a lancé sa campagne? Oui, ce sont les promesses de santé. Et comme je parlais de contexte tout à l'heure, on va toujours revenir sur ces éléments. C'est que, je vous rappelle, Ghislain Pierre, qu'on a lancé tout récemment une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action aux populations en présentant camerounaise les bienfaits de ce fameux dispositif. C'était des moustiquaires qui, dit-on, devaient nous protéger du paludisme, devaient permettre de lutter contre le paludisme, c'était des moustiquaires qui avaient un produit qui, au contact du moustique, pouvait directement le tuer. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que c'était totalement faux, que c'était un moyen pour le gouvernement de se mettre plein les poches, parce que, rappelons que lorsqu'il y a des campagnes comme celle-là, il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu et il y a des gens qui vont en profiter pour se remplir les poches. Vous, à Canal 2, je me souviens très bien, vous avez diffusé un reportage sur Mal-Antoine, où les populations utilisaient les moustiquaires à longue durée d'action dans les villages pour attraper les termites. C'était pour montrer à quel point ces moustiquaires ne sont pas utilisés. Je voudrais dire que le ministère de la Santé a multiplié des occasions où on communiquait sur un produit Santé pour tous à l'an 2000. On n'a rien eu. On a attaqué le VIH-Sida. On n'a rien eu. On a lancé une fameuse stratégie qu'on appelle 90-90-90 qui était censée être efficace pour réduire la prévalence. On n'a pas eu de résultats. Donc, on est en face d'un gouvernement qui multiplie les occasions, les campagnes, et à la fin, on n'a pas de résultats puisque les Camerounais continuent à être malades. C'est votre opinion également, Francis Bidima, sur cette ambiance générale qui est quand même empreinte de suspicion, de soupçons et de méfiance. Je crois que le constat est général, c'est-à-dire, quelle que soit la personne à qui on peut poser la question, de savoir qu'est-ce qu'elle pense de cette vaccination, tout le monde vous dira véritablement, je ne suis pas prêt à ce que cela soit administré à ma progéniture. Et pourquoi est-ce que ces derniers sont sceptiques? Parce que c'est des enquêtes que nous avons également essayé de mener, même dans le cadre du parti. Nous nous sommes rendus compte que c'est toute une avalanche de mensonges du gouvernement qui fait à ce qu'à une certaine période, que les uns les autres n'aient plus confiance en ce que le gouvernement dit. Il y a par exemple, Frégis a souligné le problème ici, des enquêtes qui sont faites sur le terrain. Il y a des échantillons et dont les tests ne sont pas publics, ne sont pas rendus publics, dont les résultats de ces tests ne sont pas rendus publics. Là, ça fait un problème. Parce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous avons d'abord eu de ceux qui ont été testés. Il s'agit des enquêtes scientifiques quand même. Oui, il s'agit des enquêtes scientifiques, certes. Mais il faudrait également que ces enquêtes scientifiques-là redonnent confiance à ceux qui doivent être administrés. Si d'aventure on fait des tests, on se dit on a testé tel nombre de personnes, ces derniers, nous n'avons pas de résultats, vous comprendrez qu'il y a par exemple le problème de l'âge d'administration qui pose problème. Du côté de la France, vous avez, c'est entre 11 et 14 ans. Nous sommes au Cameroun, nous parlons de 9 à 13 ans, 14 ans. Alors, vous comprenez que pour un parent, et on se dit, c'est des tests qui doivent se faire avant que les enfants aient les premiers rapports sexuels. Donc, vous comprenez qu'ici, il y a un plan qui est bien nourri pour que les parents ne comprennent pas qu'à ce moment, il y a quelque chose qui risque de se passer. C'est pour ça que moi, je peux comprendre l'attitude de certains médecins. J'ai causé, avant d'entrer dans ce plateau avec certains médecins chez qui je voulais avoir une certaine expertise en la matière. Beaucoup me disent être un peu mieux en la matière pour la question. Pourquoi est-ce qu'ils sont mieux? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème au niveau des pouvoirs publics. Et les médecins
qui sont prises à la vindicte populaire, par la vindicte populaire, ces derniers se rendent compte que si d'aventure ils prennent des positions fermes, ils ne savent pas quelles peuvent être les représailles par après. Et là, il y a un problème de crise de confiance. Ce problème de crise de confiance, et vous comprendrez que ce sont des enfants, des enfants, la progéniture. Au-delà, il y a les septo-vaccins qui ont pensé quand même que avec la manipulation des masses qui arrivent là et disent qu'il est impossible de faire des vaccins, et vous comprenez que le Covid, bon, c'est là où dans tous les cas, Covid-19 est arrivé et la psychose que Covid-19 a amené, et les uns et les autres ont dit que au bout parce que vous savez bien, avec l'OMS qui avait annoncé le tsunami du côté de l'Afrique. Et aujourd'hui, l'OMS n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les Africains ne sont pas assez morts. Même au niveau du Cameroun, les chiffres qui sont ils sont assez morts. Ils sont assez morts quand même, hein. Bon, par rapport aux prévisions, alors qu'un Africain est mort, c'est assez. Par rapport aux prévisions, et même au Cameroun, je voudrais le dire, ça c'est un secret de polichinelle. Les chiffres sont sortis. Moi, j'arrivais, lorsque je vais par exemple pour faire des enquêtes sur le terrain, vous arrivez à un endroit, on vous fait comprendre qu'il y avait un malade du Covid-19 ici, il est décédé, mais je ne les voyais pas de visu. Donc voilà aussi des choses qui peuvent faire qu'à une certaine période, que certains gens pensent qu'il est fort probable que ce virus Covid-19 qui n'a pas prospéré du côté de l'Afrique soit donc inoculé à la progéniture et que ces derniers, 15 ans plus tard, développent ces séquelles. Voilà un peu Alors, rassurez-vous, un médecin nous a finalement rejoint. Il était prévu dans notre conducteur. Il a fini par arriver malgré ses obligations professionnelles et même post-professionnelles. Docteur Joshua, bonsoir. On va rentrer de plein pied dans le débat. Est-ce que quand vous entendez cela, vous avez mal au cœur, mal à l'estomac ou mal à la tête à s'entendre dire que ce qui fait que les parents soient dubitatifs, c'est le fait qu'il y a eu Covid et que l'Afrique n'est pas tombée comme le prévoyait l'OMS. Maintenant, les Africains ont peur de ce qu'on contourne la Covid-19 pour pouvoir abattre leurs enfants à travers ce vaccin contre le col de l'utérus. Alors, il y a donc cette peur de s'attaquer tantôt à la natalité, tantôt à la démographie africaine. Bon, je voudrais dire bonsoir à nos auditeurs et nos auditrices. Je veux dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et dire que le vaccin, en réalité, a une place très importante dans la santé publique. Parce que une maladie comme la variole, excusez-moi de revenir dessus, n'a été éradiquée que parce qu'il y a eu un vaccin efficace. On peut citer d'autres maladies qui ont sévi et qui ont tué beaucoup de personnes. Bon, maintenant, lorsque nous regardons la situation, je peux dire, socio-sanitaire et même politique de notre pays, on peut comprendre certaines réactions de certains parents qu'ils aient peur, d'une manière ou d'une autre, du vaccin que propose le programme élargi de vaccination au Cameroun. Mais je voudrais dire ici, de manière assez claire, que ce programme élargi de vaccination existe depuis des années dans notre pays et que ce programme élargi de vaccination a déjà protégé assez d'enfants depuis des dizaines d'années. C'est le même vaccin ? Ce sont les mêmes vaccins qui reviennent. On va entrer en profondeur dans ces vaccins. Quels sont même ces vaccins du programme élargi de vaccination dans notre pays? Nous devons signaler que nous avons un vaccin contre la rougeole. Et c'est un vaccin qui est proposé à partir de l'âge de 9 mois, en principe. On peut parfois aller un peu au-delà. Et c'est grâce à ce vaccin qu'on a, je peux dire, réduit à sa plus simple expression la rougeole dans notre pays. On a un vaccin contre la poliomyélite qui a permis de réduire assez et même suffisamment les cas de polio. C'est vrai qu'il y a eu une année où on a eu une resurgence de quelques cas de polio sauvage dans la zone de Fumban, en tout cas dans la zone de Fumbot vers Fumban, ainsi de suite. Mais après,
le travail de la santé publique a permis de maîtriser et même de circonscrire pour que ça n'avance pas. Nous avons un autre vaccin dans ce même programme qui est dirigé contre l'hépatite virale B. Je crois que cette émission, le but n'est pas peut-être de donner tous les programmes de vaccination. On a l'hépatite B qu'on fait à 6 semaines, à 10 semaines et à 14 semaines chez les enfants. Je précise pour nos téléspectateurs et téléspectatrices que le vaccin d'hépatite B n'est pas seulement proposé aux jeunes enfants, non. Aux tout petits, comme je viens de citer, même l'adulte qu'on a dépisté et qu'on a constaté qui ne porte pas l'hépatite B doit être vacciné pour ne pas plus tard se retrouver coincé par une hépatite virale B qu'il aurait bien pu. Alors, et pour revenir à la vaccination contre le col de l'utérus. Le vaccin contre le col de l'utérus. Pourquoi ces soupçons? Ces soupçons? Le soupçon a plus ou moins de fondements que nous pouvons accepter ou ne pas accepter. Même l'hépatite B, si tu veux, a eu des soupçons en France. Parce que lorsqu'on vaccinait les personnes avec le vaccin de l'hépatite B, je rappelle que c'est un vaccin issu de ce que nous appelons la génie génétique. C'est-à-dire que c'est un vaccin obtenu à partir de la culture de certains champignons où on a extrait, on a inoculé le génome, je veux dire la parcelle du gène qui produit ce vaccin à une levure qui a produit dans les protéines qui permettent par la suite d'utiliser ça pour vacciner les gens. Donc, en principe, ça ne devait même pas créer de problème. Mais en France, ils ont constaté que sur 10 millions de doses de vaccins, on avait un cas de sclérose en plaques. Il s'agit d'une maladie qui touche le système nerveux et que beaucoup de personnes en question n'étaient pas concernées. C'est pas que vous avez vacciné 10 millions de personnes. On soupçonne que la personne qui a eu la sclérose en plaques a eu sa maladie due à ce vaccin-là. Ce n'est même pas très prouvé. C'est pourquoi je peux dire qu'on peut défendre le vaccin dans notre pays sans discuter. Maintenant, pour venir donc au vaccin du cancer, contre le cancer du col de l'utérus, en réalité, c'est un vaccin qui est dit vaccin contre le virus qu'on appelle le virus du papillome humain. Il se trouve on appelle ce virus papillomavirus. Il y a plusieurs souches de ce virus, parmi lesquelles il y a la souche 16 et la souche 18, qui particulièrement peut être agressif et produit à long terme, plus ou moins, le cancer du col de l'utérus. Le délai peut faire même parfois 10 à 30 ans. Et le vaccin qu'on a donc fabriqué contre ce cancer du col de l'utérus, c'est ce vaccin qui est dirigé contre ce virus-là particulièrement. Mais pourquoi on n'a pas attendu que le coronavirus s'estompe quand même? Que le coronavirus s'estompe. Je voudrais rappeler ici à nous tous et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient maintenant que ce vaccin est au Cameroun depuis plusieurs années. Moi, j'ai vacciné ma propre fille. Je suis médecin. Je suis médecin spécial en biologie clinique. Expert en médecine quantique. Je ne me suis même pas présenté au départ. Je dis donc que j'ai vacciné ma propre fille. Cette présentation Non, j'ai vacciné ma propre fille avec ce vaccin contre le virus du papillome humain il y a environ peut-être 7 ans. Ou je pense 8 ans. Et votre fille n'a pas eu de problème? Aucun problème. Ma fille est en France actuellement, en train de fréquenter. Elle n'a aucun problème. Je l'ai vaccinée à l'âge de 9 ans. Au Cameroun, le vaccin est recommandé entre 9 ans et 13 ans. Mais je ne suis pas le seul. J'ai d'autres médecins, collègues, qui ont fait vacciner leur fille. Donc, il ne faut pas que les gens... Ce que la population entend, le plus souvent, ce n'est pas la vérité. Vous comprenez? Parce que actuellement, là, j'ai suivi dans les réseaux sociaux qu'il y a des agitations à Douala à cause du vaccin, du problème du PEV. Ce n'est pas le vaccin contre le coronavirus. Faisons attention, on pourra peut-être entrer dans le vaccin contre le coronavirus. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Frégis Tchouta, peut-être vous voulez réagir à tout prix. Benoît Fedjeu, avant Frégis. Oui, non, je suis de temps flatté que le docteur soit là. Et vous avez vu pourquoi j'ai un peu fait l'historicité de ce vaccin tout à l'heure. Et puis j'ai rappelé que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais seulement, je voulais appuyer là où mon
copanéliste du PCN. Parce que quand il a présenté le virus, le vaccin là, j'ai eu l'impression qu'il présente le vaccin là comme un médicament curatif. Alors qu'on est en train de parler d'un médicament préventif. Donc, le vaccin, c'est pour empêcher que l'enfant, lorsqu'il engage l'activité sexuelle, elle soit déjà préservée. C'est de ça qu'il est question. Donc, le nombre de personnes dépistées que vous attendez, qu'on vous présente qu'il y a eu tel cas, il n'en est pas question. Il est question ici d'anticiper. Donc, c'est juste ce que je voulais beaucoup plus appuyer avant qu'on ne progresse. Frégis Touta, la campagne est donc sérieuse, contrairement à ce que certaines opinions présentent. Donc, disons, Pierre, qu'il faut qu'on soit très clair. Le problème de santé que présente le cancer du col de l'utérus, c'est un problème sérieux. C'est un problème de santé. Santé publique. Santé publique. Il y a une frange de la population camerounaise qui a un cancer de l'utérus, même si le ministère de la Santé ne peut pas nous dire exactement combien. Il y a eu un test qui a été organisé sur le territoire national à une certaine période, même si les résultats ne sont pas rendus publics. J'apprends que le ministère de la Santé n'est pas obligé de nous communiquer les résultats, mais nous sommes les cibles du vaccin. Il y a contradiction. Maintenant, je voudrais dire que même au sein de la population testée, les recherches disent ceci. Le ministère de la Santé, ça fait à peu près 6 ans aujourd'hui, ou 9 ans, que la première campagne est organisée. Or, sur le plan sanitaire, il faut attendre parfois 20 ans, parfois 30 ans, pour voir arriver certains symptômes. Et je ne sais pas pourquoi le ministère de la Santé a attendu moins de 10 ans pour s'empresser de venir bousculer les parents en disant vraiment il faut vacciner maintenant, etc. Alors que la période scientifique qui a fait l'objet de recherches montre qu'après 6 ans, on peut ne pas voir de symptômes de cancer de l'utérus, mais voir les symptômes plus tard. Donc j'aurais souhaité que même si on ne nous dit pas combien de personnes ont été testées et combien de personnes, c'est-à-dire que les chiffres de la campagne soient rendus publics, qu'on se donne encore le temps d'observer les personnes qui avaient été mises qui avaient été sollicitées dans le cadre de cette campagne pour avoir, in fine, un certain nombre de résultats. Je le dis pourquoi. Parce que tout à l'heure, on a déjà parlé de l'OMS et des probables égarements que l'organisme a montrés. On a parlé du cas du coronavirus aujourd'hui, on a parlé également du cas de la lutte contre le paludisme à travers les moustiquaires imprégnés tout à l'heure. Mais l'OMS sur le cas du cancer du col de l'utérus. En France, par exemple, seulement 30% des personnes qui avaient subi le vaccin ont été dépistées positives, qui avaient fait l'objet d'un test, ont été testées positives au cancer de l'utérus. Et même en France, il y a aujourd'hui une certaine hésitation de la part des familles. Je le dis toujours, il n'y a pas de meneur. Ce n'est pas, je vous ai entendu parler du MRC tout à l'heure, je ne suis pas membre d'un parti politique. Ce n'est pas Camto en France ou bien... il y a aussi Camto en France. Je veux dire, ce n'est pas Camto au Cameroun ou en France un opposant qui est porteur de cette grogne contre le vaccin du col de l'utérus. C'est des familles de manière générale. C'est quand même votre petite fille, Ghislain Pierre. Regardez votre petite fille de 9 ans et demandez-vous comment un organisme comme l'OMS, pourquoi le ministère de la Santé peut venir s'attaquer comme ça à la sexualité de votre fille en vous disant que tenez, monsieur Sono, cette fille peut avoir le cancer de l'utérus demain sans vous avoir dit où il y a des jeunes filles qui n'ont pas été soumises, qui n'ont pas été vaccinées et qui ont présenté un résultat. Il y a quand même des garanties. Cela appelle quand même les garanties. Sur le plan social, un certain manque, je dis manque de communication pour être poli. J'étais tenté de dire un certain appât pour les ressources financières qu'il y a autour de cette campagne et qui pousse le ministère de la Santé à amener les gens à se vacciner au maximum. Mais une question à 0 francs, docteur, juste avant de donner la parole à Francis Bidima.
Qui est l'auteur de cette campagne? C'est l'OMS? C'est le gouvernement de la République? Pourquoi à ce moment précis? De quelle campagne parlez-vous? Vaccination contre... Du PEF. Bien entendu. Non, la vaccination proposée par le PEF dans notre pays, Programme élargi de vaccination est périodique et cible un certain nombre, je peux dire, de tranches d'âge. Comme je le disais, par exemple, DT, coq polio, hépatite B1, ça commence à 6 semaines. Et à 10 semaines, on reprend le même vaccin. À 14 semaines, on reprend le même vaccin. Donc les mamans doivent être informées par rapport à ce calendrier de vaccination. Justement, Francis Bidima, peut-être après on reviendra à vous, docteur Jucha. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a la sensibilisation qui a été menée et qu'il y a des garanties qui ont été opposées aux parents de ces enfants? Alors, je crois même que la question, elle tombe à point nommé, parce que je me rends compte que c'est le problème fondamental. Ici, tout se passe comme si l'on venait imposer aux parents un vaccin qu'ils ne connaissaient pas. Pourquoi? Parce que je viens d'écouter des choses pas possibles de l'expert en la matière, donc de la santé publique, qui dit que c'est un vaccin qui existe depuis. J'ai suivi le 2006 venant du RDPC là tout à l'heure. Je viens de suivre également le médecin donner tout ce qu'il y a comme élément intéressant par rapport à ce vaccin. D'ailleurs, il a dit que son enfant a été vacciné par lui-même et que cet enfant aujourd'hui en France... Non, pas par lui-même. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit par moi-même. Ma fille a été vaccinée. Si vous voulez, je peux dire où je l'ai fait vacciner. Sans publicité. À l'hôpital gynéco-obstétrique. Merci, certainement. Et après, vous l'avez quand même envoyée en France. Oui. Après, elle est allée en France. Vous comprenez qu'elle est garantie de ce côté. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent que le problème au Cameroun, c'est un problème de sensibilisation. On ne prend pas le temps d'éduquer les masses. Et parce qu'on ne prend pas le temps d'éduquer les masses, il y a un problème de sensibilisation sur les politiques même des interventions de santé. Les politiques publiques en matière de santé. Les politiques publiques en intervention de santé. Alors, vous vous rendrez compte qu'un parent ne sait même pas pourquoi est-ce que l'enfant doit recevoir un vaccin. Et du coup, lorsque le parent décide d'envoyer cet enfant à l'école, on vous fait comprendre que cet enfant qui va à l'école, cet enfant doit aller recevoir un vaccin à l'école et parfois le parent n'est même pas au courant. Parce que imaginez, il y a certains qui envoient leurs enfants dans des localités où ils ne vivent pas avec ces enfants. Et ces enfants reçoivent ces vaccins, ils viennent peut-être à la maison, ils ne vous disent même pas qu'ils ont reçu. Ils vous disent, papa ou maman, quand j'étais à l'école, on m'a envoyé quelque chose dans la bouche, c'est quelques gouttes. Alors, est-ce que le parent a été saisi au préalable pour savoir ce qui sera administré à son enfant? Et je crois que voilà le problème, en dehors même de cela. Je crois qu'ici, il y a aussi un problème en ce qui concerne la couverture santé maladie, qui a, au Cameroun, je ne sais pas s'il faut même en parler. Je ne sais pas s'il faut en parler. Alors, tous ces problèmes... Le système de la couverture santé universelle est encore en train de prendre corps. Alors, on vous a fait comprendre que c'est un vaccin purement élitiste. Purement élitiste. Il y a des chiffres qui sont sortis là tout à l'heure, j'ai eu peur. Vous comprenez que quels sont les parents qui vont... Alors, peut-être si le gouvernement aujourd'hui prend sur lui la pleine mesure d'administrer cela à tous les enfants, ça signifie que c'est des coûts énormes qui vont sortir des caisses de l'État. Et peut-être ici, on dira pour la première fois que l'État prend en compte les questions de santé de ces populations. Mais ici, la seule chose que je dis, c'est que la population n'est pas saisie, la population n'est pas éduquée et on administre, ça devient comme si c'était de la dictature. Et parce que l'on dit que si on n'est pas préalablement informé, lorsque vous êtes informé, l'information libère. Et c'est parce que vous êtes informé de ce qui sera administré à vos enfants que vous donnez le quitus que l'on le fasse. D'où la réticence des parents. Donc,
moi je pense que si les pouvoirs publics pouvaient mettre d'abord les patients au cœur de la prise en charge médicale, cela pourrait permettre, n'est-ce pas, la promotion de l'implication même et la participation des populations dans ce qui se pense et ce qui se fait pour eux. Donc vous comprenez que ici, chacun devrait être informé et de l'information découle donc l'action. Si l'action passe avant l'information, il y a réticence. Alors, Benoît Fedje, il semble dire que, je vais citer un contemporain, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi. On est là, dans cette situation au Cameroun? Je suis d'accord avec lui, mais seulement, par moment, on peut dire que c'est fait sans moi juste parce qu'on se refuse d'accepter que c'est fait pour moi. Je voudrais dire ici que nous sommes en train de rappeler là que le programme élargi de vaccination, ce n'est pas un programme qui a connu le jour en 2020. Cela a toujours été. Et c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure que même quand l'OMS recommande d'intégrer la vaccination systématique contre le papillomavirus là, c'est parce que à la fin de 2018, je l'ai rappelé ici, sur 2000 cas, 2000 femmes testées, on a constaté qu'il y avait environ 800 positifs. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans le coronavirus qu'il y a eu ce projet, c'est toujours là. Mais ce qu'on doit tout simplement retenir, c'est que en tant que leader d'opinion, c'est les leaders d'opinion qui devront éclairer les populations dans ce sens. Mais quand le leader d'opinion s'obstine beaucoup plus à contester, à rechercher ce qu'on ne sait pas, et prendre la défense de ce qu'on pourrait appeler le côté négatif, mais c'est là où il y a problème. Parce qu'on ne peut pas, du coup, face à une expérience scientifique, donner un point de vue sans passer par des analyses, par une simultanéité des expériences, avant de pouvoir, des expérimentations, avant de pouvoir produire le résultat. Le résultat ne peut pas se produire par une simple rhétorique séduisante que professent les leaders d'opinion. Donc tout simplement pour dire, il faut qu'on retienne déjà que la santé, qui doit garantir la santé des populations, c'est l'État. L'État a le devoir d'assurer la santé de ses populations. Mais docteur... Et quand il a ce devoir-là, je pense que la moindre des choses, c'est d'abord de faire confiance à l'État, l'État à travers le gouvernement, qui propose un plan de protection de ces populations-là. Et dans ce plan de protection, concernant la jeune fille, on a vu ce qui décime le plus grand nombre de vies, c'est aujourd'hui ce cancer du col de l'utérus. Et il faut, n'est-ce pas, lutter contre cela. Il y a ce moyen qui n'est pas nouveau. J'ai bien dit que le vaccin, il a connu le jour, il est sorti d'un certain laboratoire appelé Sanofi Pasteur depuis 2006. Donc, même dans les cas qui ont été soupçonnants au niveau de la France concernant les effets indésirables. Seulement 30% de la population en France. Seulement 30% de la population. Non, je voudrais vous dire qu'en France même depuis il y a le taux de couverture du vaccin, mais tout a été démontré pour prouver. On a tout prouvé. Le Japon a interdit la circulation de ce vaccin sur son territoire. Nous l'acceptons. En France, il y a une grosse polémique autour de ce vaccin. Je dis ceci. Et je pense qu'il y a d'autres maladies au Cameroun. Pourquoi s'occuper uniquement du cancer du col de l'utérus alors qu'il y a le paludisme simple qui menace les enfants? Ici, il y a d'autres maladies qui dérangent, qui écument les hôpitaux et qui ne bénéficient pas d'une aussi grande attention. Écoutons-nous, il ne s'agit pas ici d'un problème, d'une étiquette politique, parce que le virus ne connaît pas la politique. Nous essayons d'être un peu objectifs. Je dis même en France, il y a eu des contre-expertises qui ont démontré que les effets secondaires retrouvés chez les malades n'étaient pas dus au vaccin. Mais les recherches ne sont pas poussées. Ces recherches sont contestées, nous sommes d'accord. Et c'est pour ça que ces recherches sont contestées parce que les résultats ne peuvent être obtenus qu'après des examens et des expérimentations qu'on peut faire pour pouvoir sortir un résultat, et ce n'est pas à la hâte. Maintenant, je voudrais dire, tous les vaccins,
Parce que vous semblez trop vous accrocher sur ce vaccin contre la papillomavirus. Oui. Contre papillomavirus. Papillomavirus. Vous comptez un peu vous retenir sur ça. Les autres vaccins qu'on a cités tout de suite, contre la varicelle, contre même que ce soit le paludisme, contre X ou Y. C'est des vaccins qui ont connu les jours de la même manière et qui ont été validés et homologués que par les mêmes institutions. Sur lesquels on pouvait accorder plus d'attention parce que ces maladies font plus de morts que le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. De près de 2300 cas de contamination de la jeune fille. Oui, il y a des maladies qui font des millions de victimes. Sur l'échelle de la comparaison, ce n'est pas possible. Avec cette vitesse, convenez avec moi que ce cancer pourra finir par éradiquer. Il n'y a aucune vitesse. Depuis 2006, il n'y a pas eu de vitesse. Et en France, on constate même une descendance de la courbe des personnes qui étaient susceptibles de contracter le cancer de l'utérus. Et c'est pour ça que je dis que les recherches que vous présentez aujourd'hui sont contestées même en France, parce que lorsqu'on fait des recherches et qu'on choisit un angle pour présenter ces recherches, ça fait problème. Vous cachez les autres secteurs. Je dis encore aujourd'hui qu'on a fait un test au Cameroun. On ne peut pas dire exactement qu'on a fait le test, on a pris un échantillon de 2000 personnes ou 3000 personnes, je vais dire ainsi. On a vacciné tel nombre de personnes et tel nombre de personnes n'a pas été vacciné. Au bout de 6 ans ou de 9 ans, on a obtenu. On est sur le plan scientifique. Et en Europe, ça se fait. On communique ce genre de chiffres parce que c'est ça qui font les populations. Je voudrais rappeler ici, et adhèrent à ce projet. Le vaccin comme Gardasil, pour qu'il soit mis dans la commercialisation, c'est au moins 40 ans de recherche. C'est au moins 40 ans de recherche et des expériences. Le docteur est là et il pourra vous confirmer. Et après ces 40 ans de recherche, si vous dites aujourd'hui que vous êtes plus futé, ne serait-ce que par imagination, à croire que ce virus, ça va contre la santé. Non, je crois qu'il y a des recherches qui prouvent que beaucoup de médicaments qui nous sont prescrits ne sont pas là pour nous soigner. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a un médecin à côté de vous qui peut le confirmer. Il y a des recherches sérieuses qui montrent que beaucoup de médicaments qui ont fait l'objet de recherches pendant 40 ans, comme ce que vous êtes en train de dire, ne sont pas là pour nous soigner. Il faut qu'on le sache. Et donc, il ne faut pas qu'on dise que parce qu'ils ont fait des recherches pendant 40 ans, évidemment, c'est paroles d'évangile qui vont nous soigner. Depuis 2006, qu'on parle de vaccin contre le col de l'utérus au Cameroun. Combien de personnes, quelle est la courbe du vaccin? Est-ce qu'on a eu plus de personnes dans les hôpitaux où on a découvert des cas de cancer? Ou alors un peu moins. C'est des trucs qu'il faut savoir. Parce que si on ne sait pas, moi je ne peux pas. Moi je suis allé à l'école et j'ai dit interdiction de vacciner ma fille s'il y a une campagne qui est organisée. Vous me le faites savoir. Très bien. Docteur Jutin, puisque votre voisin, Benoît Fedu a dit, pour le cas d'espèces comme les cas passés et éventuellement les cas à venir, il faut faire confiance à l'État. Mais il y a une quinzaine d'années, on a également fait confiance à l'État du Cameroun et paix à son âme Victor Noumango. On parlait alors de ténophobie qui a quand même été administrée avec les conséquences que l'on sait, à peu près 400 Camerounais et Camerounaises qui en ont eu pour leur compte en termes de mal-vie, de mort et de décès et tout cela par la suite. Est-ce que les parents n'ont pas raison en prenant des exemples comme cela? Il y a également des faits récents, historiques même, où les Camerounais s'en sont sortis avec l'hémiplégie par rapport à un certain nombre de médecins, je veux dire de vaccins qui leur ont été administrés. Est-ce que cette peur, même si elle est bleue, des Camerounais et des Camerounaises n'est pas justifiée en l'état actuel des choses? Bon, avec les exemples que tu es en train de citer, on peut dire que les peurs sont plus ou moins justifiées. Mais en réalité, les peurs sont là tout simplement parce que l'opinion est manipulée. Parce qui manipule l'opinion? Non, je dis que l'opinion est manipulée. Sur le plan scientifique, un vaccin ne peut être mis, je peux dire, en circulation dans une population qu'après au moins 10 à 20 ans d'études dessus. Et sachez que nos vaccins, tous ces vaccins qu'on est en train d'utiliser au Cameroun dans le programme du PEV, là, ces vaccins qu'on a déjà, je peux dire, homologués au niveau de l'Organisation mondiale
la santé. Donc ce n'est pas que le gouvernement camerounais... Je n'ai même pas d'étiquette politique, je ne viens pas ici pour défendre le gouvernement, mais je dis bien que les vaccins qu'on utilise dans notre pays, c'est des vaccins homologués au niveau international. Alors, il s'agit des organismes bien sûr spécialisés pour cela. Obligation ou droit pour les Camerounais? Non, il y a des vaccins obligatoires. Je vais te dire... Obligatoire signifie que le médecin, comme on l'a vu dans les réseaux sociaux, il est obligé d'attraper l'enfant. Non, ce n'est pas de cette manière-là. Quand nous disons vaccin obligatoire, ça veut dire que si tu es enfant au Cameroun et que tu as ton... En tout cas, si tu es parent au Cameroun, que tu as des enfants de telle tranche d'âge, tu as l'obligation de les vacciner pour les maintenir en santé. Bon, maintenant, parmi ces vaccins... on a le droit de refuser ou d'accepter la santé. Si tu refuses, tu as signé que tu refuses. Ça ne veut pas dire qu'on doit t'obliger. Donc, s'il y a des parents qui refusent, c'est un problème de communication. Ça veut dire qu'on a mal sensibilisé, je peux dire les parents, ou bien certaines populations. Mais en réalité, le vaccin en soi n'est pas nocif. C'est ce que je veux qu'on soit d'accord. Francis Bidima, droit ou obligation? Alors, ça doit être un droit. Quand ça devient une obligation, ça prête à autre chose. Et c'est pour ça que tout à l'heure, là, je comprends un peu pourquoi le RDPC est mal à l'aise sur le plateau. Parce que c'est un passage en force que la population rejette. Et ici, directement, c'est le gouvernement qui est mis à dos. Alors, ce n'est pas un problème de chapelle politique. Nous parlons d'une question de santé publique. Pourquoi? J'ai parlé ici tout à l'heure, et vous venez de le reconnaître, qu'il y a un problème de communication. Et ce problème de communication fait donc que les uns et les autres soient réticents par rapport à ce qu'ils doivent recevoir. Lorsque vous parlez, je suis vraiment très à l'aise parce que je me rends compte que l'expert est là. Alors, nous avons... Le docteur Jucha. Voilà. Nous avons plusieurs types de cancers liés au HPV. Nous avons le cancer de l'anus, nous avons le cancer du vagin, nous avons le cancer des seins, nous avons, je pense même, il y a le cancer de l'ORL, otorhinolaryngologie. Et en plus donc de cela, vous avez le cancer du col de l'utérus. Vous avez même les codylones. Alors, lorsque vous le dites, voilà tous des cancers. Pourquoi s'intéresser uniquement pourquoi s'intéresser uniquement au cancer du col de l'utérus? Ça, c'est une question. Est-ce que je peux répondre? Voilà. Alors, parce que vous aurez l'occasion de répondre, docteur. Voilà. Qu'il aille d'abord jusqu'au bout de son idée. Effectivement. Alors, lorsque je l'ai dit, vous vous intéressez à ce cancer, moi, je crois que le parent qui envoie son enfant à l'école, je crois que si nous restons sur le cadrage du débat de ce soir, il est question que les parents qui envoient leurs enfants à l'école, que ces parents-là sachent qu'au moment où on les envoie à l'école, ces derniers seront en bonne santé et que la santé des parents est d'abord la priorité, la santé des enfants est d'abord la priorité, incombe d'abord aux parents. Vous ne pouvez pas faire recevoir à votre enfant ce que vous ne connaissez pas, vous-même votre enfant, en tant que parent. Donc, et je pense qu'au niveau du PCRN, je vais chuter par là, au niveau du PCRN, c'est pour ça que nous avons mis sur pied l'Académie citoyenne. Il faut éduquer les populations de façon progressive. Parce que tant qu'on n'éduque pas les populations, ces dernières pensent que tout ce qu'on va leur mettre, même quand c'est bien pour eux, pour elles, de temps pour moi, elles penseront que ça n'a pas de sens. Et nous travaillons au quotidien avec le docteur Aristide Bitouga, qui en est le principal. Le principal recteur, formateur de cette académie. Nous travaillons au quotidien et l'honorable Cabral Libi, lorsqu'il sort, chaque fois qu'il sort, vous comprenez que c'est un pédagogue parce qu'il faut éduquer les masses, il faut les éduquer et chaque fois, quel que soit l'endroit où nous sommes, avec les populations, j'ai vu même du côté de Nfouillère, où les uns les autres se posaient la question de savoir comment est-ce qu'on adhère par exemple à un parti politique. Ce n'est pas ça.
que nous sommes venus parler ici. Mais il faut éduquer les masses et ceux qui étaient sur le terrain. Oui, ceux qui étaient sur le terrain, je veux parler de M. Zambo. Il a dit aux autres comment est-ce qu'on adhère à un parti politique. Allez, les partis politiques qui concourent, n'est-ce pas, la loi fondamentale. Donc, tout ceci rentre, n'est-ce pas, dans l'éducation de masse. Dès lors que l'éducation de masse est faite, les populations vont recevoir ce qui leur est expliqué de façon à ce que la santé revienne donc, parce que c'est une question de santé publique. Alors, Dr. Et si moi je suis en santé, bien évidemment, si je suis en santé, vous serez en santé. Très rapidement, une réponse à ces préoccupations sur la question de pourquoi s'intéresser au col de l'utérus alors qu'il y a d'autres cancers. Je voudrais dire que plusieurs cancers peuvent être causés par le HPV. Mais parmi ces autres cancers, en dehors du cancer du col de l'utérus, les autres sont rares. C'est la première information que je peux passer ici. Et disons sincèrement qu'en dehors même du cancer du col de l'utérus, pourquoi le gouvernement s'intéresse aussi au cancer du foie? Le premier vaccin contre le cancer du foie, c'est le vaccin contre l'hépatite virale B. Parce que quand vous voyez 10 personnes présenter un cancer du foie, 9 ont l'hépatite B ou l'hépatite C. Malheureusement, l'hépatite C n'a pas de vaccin jusqu'à ce jour. Mais au moins, l'hépatite B, qui cause aussi le cancer, peut être prévenue. On peut empêcher les populations d'en avoir. Donc, la raison pour laquelle le gouvernement s'intéresse plus au vaccin contre le virus d'hépatite, non, contre le HPV, qui cause le cancer du col de l'utérus, c'est parce que le cancer du col est beaucoup plus fréquent. Moi, je peux citer des cas de cancer du col que j'ai vécu personnellement. Et un cas que j'ai eu à recevoir un vendredi, je disais à la dame que si vous aviez fait peut-être le frottis cervico-vaginal dépistage du cancer du col précocement, vous ne serez pas atteint de ce cancer du col parce que ça fait au moins 15 ans entre le début de la première cellule jusqu'à l'apparition. On va retirer, grosso modo, se vacciner. Il faut se vacciner. C'est le mot du médecin que Benoît Fedieu ne va pas démentir sur ce plateau, lui qui représentait le RDPC à l'occasion de ce rendez-vous de le début de l'actualité sur Canada International. Merci infiniment à Francis Bidima, le mandataire du PCRN. Merci à Frégis Etouta, qui est journaliste sanitaire au journal Notre Santé. Infiniment merci à vous, Dr. Duta, qui a fait le déplacement. Qui a fait le déplacement en tant que promoteur de l'association après qui lutte activement contre les maladies et permet aux populations de vivre longtemps. Dont les vaccins, c'est quelque chose que nous faisons la promotion également. Au sein de l'Aprema, qui est situé au Marais central, dans le Musée West. Allez, cette émission est terminée. Un petit mot de publicité, il passera probablement au service commercial tout à l'heure. Merci à vous d'avoir regardé cette autre émission. Rendez-vous demain à 18h30. Ce sera avec plaisir qu'on va vous retrouver. D'ici à là, restez en compagnie des programmes de Canada International. Bonsoir. Désolée, je suis arrivée tôt. Je voulais te voir.